C'est-à-dire que, en gros, le monothéisme qui est devenu dans nos sociétés l'économisme doit laisser place à une espèce de créolisation des cultures, laisser place à une espèce de pluralisme des paradigmes. C'est simplement ça, si vous voulez, que je suis en train d'essayer de développer. 5 minutes ? 3, allez. Donc, vous voyez, parce que, étant donné tout ce que je vous ai dit, dans une société du travail comme la nôtre, la révolution symbolique, culturelle, elle ne peut passer que par la transformation dans nos pratiques du métier. C'est ça que je suis en train de vous dire tout bêtement. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une révolution anthropologique indispensable à faire, qui n'exclut pas la technique, je l'ai dit et redit, mais qui implique une autre manière de travailler, une autre manière de concevoir nos actes. Et c'est là où, malheureusement, je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est là où j'aurais voulu essayer de vous montrer comment, dans l'histoire, mais bon, après tout, vous regardez dans mon livre si ça vous intéresse, dans l'histoire, n'est-ce pas, il y a eu déjà des mouvements qui ont essayé, comme le mouvement Art and Craft, etc., avec Maurice, Ruskin et autres, qui ont déjà essayé d'associer ce qu'ils appelaient l'art, l'artisanat et le socialisme. C'était une certaine manière de vivre ensemble. Et ils ont montré que c'était aussi rentable, qu'on pouvait vivre. On peut vivre en faisant un travail de qualité. On peut vivre en travaillant, si vous voulez, dans une scène professionnelle où les gens s'aiment bien. C'est possible. Alors, bon, je n'ai pas le temps d'en parler, je ne vais pas en parler, mais vous voyez, face à ce que je considère comme une organisation fasciste de nos métiers, eh bien, je crois qu'il est important, justement, de produire une espèce de révolution culturelle, de révolution, si vous voulez, presque théologique au sens de Benjamin, qui nous amène à concevoir autrement notre travail et à tirer profit de tout ce qui est imprévu, tout ce qui est contingent, tout ce qui est fugitif, c'est-à-dire à relever ce qui est le défi même de la modernité. Alors, pour finir, je vais finir, t'inquiète pas, par 2 citations. Pour finir, justement, je crois que chacun de ces mouvements, que je n'ai pas le temps de vous recenser, chacun de ces mouvements dans l'histoire, ils ont témoigné, pendant une courte période, mais ils ont témoigné de la possibilité d'associer l'art, l'artisanat et d'une certaine manière la démocratie. Et ils nous montrent que la démocratie renouvelée, elle ne peut l'être renouvelée que par une réhabilitation de l'œuvre dans l'exercice du travail, dans l'exercice du métier. C'était retrouver l'éthique du métier. Alors, l'œuvre, si vous voulez, en un mot, puisque j'ai 1 minute, l'œuvre, eh bien, il faut être très simple. L'œuvre, c'est pas simplement un objet. L'œuvre, c'est pas simplement la culture. J'ai jamais dit, par exemple, parce que j'ai donné quelques interviews à la suite des attentats que nous avons connus, j'ai jamais dit que les tableaux du Caravage allaient nous protéger des balles Kalachnikov. J'ai jamais dit ça. Je dis simplement que si nous pouvons réenchanter le monde, si nous pouvons rêver le monde, alors nous pouvons le transformer. Nous pouvons, en quelque sorte, produire des utopies. Vous savez ce que disait Victor Hugo, les utopies d'aujourd'hui sont les vérités de demain. Nous pouvons produire des utopies qui nous permettent de vivre et d'inventer ensemble un avenir, et un avenir qui n'est pas simplement, encore une fois, déterminé par des indicateurs numériques du passé. L'œuvre, c'est pas un objet. L'œuvre, c'est pas simplement, si vous voulez, des produits. L'œuvre, c'est toute une manière d'être dans le monde avec l'autre et avec soi-même. Et je termine par deux citations. Donc, si on veut, en quelque sorte, n'est-ce pas, se trouver à distance de l'opium de la religion, comme disait Marx, et du fétichisme des idéologies meurtrières, comme si on veut se trouver à distance de ce que j'appellerais les nihilismes réalistes et positivistes, eh bien, il est important de se rendre compte de ce que disait Simone Weil. Simone Weil, vous le savez, cette philosophe catholique extrêmement importante dans les années 1940, et qui écrivait « Naguère, la culture était considérée comme une fin en soi, et de nos jours, ceux qui voient plus qu'une simple distraction y cherchent d'ordinaire un moyen de s'évader de la vie réelle. Sa valeur véritable consisterait au contraire à préparer à la vie réelle, à armer l'homme pour qu'il puisse entretenir, avec cet univers qui est son partage, et avec ses frères, dont la condition est identique à la sienne, des rapports dignes de la grandeur humaine. » C'est-à-dire qu'elle pose bien là, n'est-ce pas, que la culture, l'art, c'est pas, encore une fois, quelque chose qui, en plus, c'est pas un luxe, c'est le pain de l'existence quotidienne. Et je précise que j'entends pas art avec Foucault, c'est ma dernière citation. Foucault, en 1983, répondait aux étudiants de Berkeley sur lui l'importance qu'il attendait à cette
qu'il accordait à cette vision poétique du monde, à cette vision artistique du monde. Ce qui m'étonne, c'est le fait que dans notre société, l'art est devenu quelque chose qui n'est en rapport qu'avec les objets et non pas avec les individus ou avec la vie. Et aussi que l'art est un domaine spécialisé, fait par des experts qui sont des artistes. Mais la vie de tout individu ne pourrait-elle pas être une œuvre d'art? Pourquoi une lampe ou une maison sont-ils des objets d'art et non pas notre vie? Je pense que tout à l'heure, nous avons eu la démonstration qu'il était possible de faire de sa vie une œuvre. Merci.